Bonjour à tous et merci pour votre présence. Nous sommes honorés d'être ici et merci aux organisateurs aussi de nous permettre cette intervention sur ce sujet qui est très délicat, qui est assez tabou et qui est l'impact des violences sexuelles sur le cerveau. Je me présente, je m'appelle Ingrid Hild, je suis infirmière, je suis aussi formatrice sur les violences sexuelles et sur l'inceste. Bonjour, je suis Virginie Perret, je suis conférencière sur les violences sexuelles et sur l'inceste. Je forme les professionnels à détecter les signes du bébé à l'adulte, à recueillir la parole et sur tout ce qui est sur suivi thérapeutique et judiciaire. Je suis également accompagnatrice des victimes sur les suivis thérapeutiques, de faire des médiations familiales, puisque ce n'est pas du tout le cas ce qui se passe en France. Je suis également à l'Europe pour faire adopter une réglementation européenne sur la cyberpédocriminalité. Peut-être qu'on pourra faire une aparté tout à l'heure parce que c'est assez édifiant ce qui se passe en ce moment. Et j'ai également, donc, je suis fondatrice de l'association Les Amis de Romy, une association qui sensibilise sur toutes les formes de violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, le harcèlement et le cyberharcèlement auprès des enfants et de toutes les institutions, donc dans les écoles, évidemment, les clubs sportifs, tous les centres aérés, les médiathèques, et également les institutions dans situation de handicap. Donc, on en reparlera aussi tout à l'heure. Et on est ravis. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Tout d'abord, on a choisi ce sujet car c'est un sujet qui est peu connu ou mal connu par le public, mais aussi par les professionnels. Et cela engendre des conséquences lourdes sur les victimes qui ont un parcours de vie terrible, chaotique, et s'ils n'ont pas une réelle prise en charge. C'est un problème de santé publique majeur qui impacte la santé à long terme. On va vous donner quelques chiffres. Au niveau des chiffres, peut-être que vous les avez entendus, mais on parle d'un garçon sur 5, une petite fille sur 5 plutôt, et un garçon sur 13. On parle de 160 000 enfants par an. On parle des enfants en situation de handicap qui sont 4 à 6 fois plus touchés. On n'en parle pas assez. Moi, je travaille avec Marie Rabatel, qui est la représentante des violences sexuelles dans le handicap et qui se bat à l'ONU pour ça. Donc, il va falloir vraiment que le gouvernement s'attelle justement à l'handicap. Et on avait également une proportion qui est assez, on va dire, importante sur le fait que les violences sexuelles, notamment l'inceste, se passent essentiellement la nuit. Donc, on est justement pour les mécanismes du cerveau. On en reparlera tout à l'heure. On parle de plus de 52% des violences sexuelles qui se passent la nuit. Donc, on prend les dommages qui sont assez désastreux. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment où la personne subit une violence sexuelle, il convient vraiment d'expliquer le mécanisme neurobiologique du cerveau au moment de la violence. Brièvement, dans le cerveau, il y a 4 parties. Donc, le thalamus qui reçoit les informations et les filtres. Il y a le cortex qui apporte les réponses appropriées. Puis, il y a l'hippocampe qui est en quelque sorte la mémoire, qui traite la mémoire. Et le rôle principal, c'est l'amygdale qui est le système d'alarme du cerveau. Et l'amygdale produit les hormones qui sont l'adrénaline et le cortisol et qui montent en production au moment d'un stress. Lors d'un stress normal, euh, l'amygdale et le cortex sont reliés et l'hippocampe aussi. Mais lors d'un stress très traumatisant, ces liaisons sont coupées. L'amygdale est isolée et elle va surchauffer en produisant en excès en fait ces hormones qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et cette surchauffe en fait vraiment entraîne des dégâts. Excusez-moi. Cette surchauffe de production d'hormones fait que c'est en excès, c'est dangereux, ça représente un danger vital pour la personne qui est victime. Si ça continue à se surproduire, ça représente un danger vital. La personne peut mourir de stress. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disjoncter, il va créer un court-circuit émotionnel, mais aussi physique. Il va libérer des endorphines
qui sont la morphine et la kétamine-like, et ça va créer plusieurs états. Donc, lorsque la personne vit une violence sexuelle, son premier état, ça va être la sidération. Donc, elle est sidérée parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est impensable, c'est inimaginable. Elle n'a jamais vécu ça. Le cortex ne lui donne aucune information. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi penser. De l'autre côté, l'hippocampe ne peut rien relier à la mémoire. Donc, la personne est sidérée. Et lorsque lorsque les hormones sont libérées et que le cerveau disjoncte, elle se retrouve en état de dissociation. Et donc, il y a d'abord la sidération, ensuite la dissociation. Et cette dissociation met la personne dans un état second. Souvent, on entend les victimes dire je plane, je suis hors de moi, je me sens hors de mon corps pendant cette violence. Je ne suis plus moi-même, je suis spectateur. Donc, ça met vraiment la personne dans un état second. Et ce qui est super important, et c'est important que les professionnels soient vraiment formés pour comprendre la victime, c'est que c'est en lien, en fait, ce n'est pas en lien avec forcément un consentement ou parce qu'elle était d'accord ou autre, c'est vraiment le cerveau qui se déconnecte. Ce n'est pas la personne qui se déconnecte, c'est le cerveau qui se déconnecte pour la sauver. Donc, c'est important pour que les professionnels soient formés pour que la victime puisse comprendre, puisse faire des liens et dire « Ok, je n'ai pas parlé, ok, je n'ai pas couru, je ne me suis pas défendue, mais c'est en lien. C'est mon cerveau qui s'est bloqué, j'étais sidérée, j'étais dissociée. » Et c'est ça aussi qui entraîne toutes ces conséquences. Alors en fait, on a compris que l'amygdale, c'est le principal, on va dire, élément qui fait que la surchauffe du cerveau, on comprend dans l'état où on est, cette sidération. L'amygdale va enregistrer dans sa base de données, qui est l'hippocampe, les perceptions effrayantes. Donc, il arrive direct quand il y a le thalamus qui fait la garde de triage, en fait, qui serviront à mieux reconnaître les futurs dangers. Le traumatisme est enregistré par le cerveau comme irréel, comme a expliqué Ingrid. Ce vécu n'est pas totalement intégré dans la mémoire et on a du mal à accéder à son souvenir. Le traumatisme opère sur la mémoire comme un coup de poing, comme sur un puzzle, on va dire. Les pièces sont éparpillées, on a toutes les pièces en main. L'image du souvenir, elle est incomplète. Vous possédez toutes les pièces, mais vous n'arrivez pas à les remettre, en fait. Mais on a tout dans notre cerveau, en fait. L'image du souvenir est vraiment incomplète. L'hippocampe, c'est donc le logiciel de la mémoire, ne va pas enregistrer. La mémoire traumatique n'est pas intégrée en mémoire autobiographique. C'est pour ça que souvent, nous avons des victimes, et notamment les enfants, qui racontent les faits d'une façon complètement détachée, d'une façon complètement décousue, qui paraît complètement à côté de la plaque et qui peut raconter ça avec une froideur, même où justement tout ce qui est magistrat, tout ce qui est la police, la gendarmerie, quand ils recueillent la parole, n'ont pas du tout cette impression de comprendre ce mécanisme-là. Et ils vont penser que c'est que la victime, finalement, elle n'est pas si traumatisée que ça, et puis que surtout, elle ment. Donc, la plupart du temps, on se retrouve face à des professionnels pas formés et qu'on se retrouve à ce genre de mécanisme. Toute sa vie, la victime va développer donc ce qu'on appelle les symptômes de stress post-traumatique. Donc, on fait beaucoup écho ensemble parce qu'évidemment, c'est un peu les mêmes mécanismes. Donc, ces symptômes, on les connaît, mais on n'arrive jamais à mettre vraiment les mots dessus. Donc, évidemment, il y en a beaucoup, comme la boulimie, comme l'anorexie, les tentatives de suicide, les drogues, l'alcool. Donc, ces conduites à risque, pourquoi on a ces conduites à risque? Parce qu'elles remettent la victime dans cette disjonction du cerveau, comme vous a expliqué Ingrid, pour se dissocier à nouveau, pour éviter de revivre l'événement à l'identique. On est obligé de se mettre dans cet état-là pour survivre. Tant que la personne est dissociée, donc cet état-là peut durer toute une vie, la personne est à l'abri. Quand elle sort de la dissociation, la mémoire en revient. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes, notamment Flavie Flament qui a témoigné avec, je ne sais pas si vous savez, quand elle a fait une thérapie, elle avait énormément de symptômes qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots. Et elle s'est retrouvée en thérapie et une photo est tombée de David Hamilton
Et le cerveau s'est remis justement à fonctionner et elle a compris qu'elle avait été violée dans son enfance. Donc en fait, ces reviviscences, c'est la mémoire qui se remet en marche. Ça peut être un son, ça peut être une situation, un lieu, une odeur. Les victimes, souvent, se retrouvent à avoir ces flashbacks et à avoir la même odeur, l'odeur du tissu, la couleur de la tapisserie. Ils se souviennent de tous les détails. Ce qui est assez incroyable souvent quand les violences sont faites dans l'enfance. Il y a beaucoup aussi certaines personnes que d'un coup on va revoir qui vont redéclencher des souvenirs. Et il y a également en ce moment, ce que nous vivons, c'est beaucoup de médias qui parlent de ce sujet-là, qui sont évidemment très tabous, ils sont très difficiles à entendre, donc, mais ça peut déclencher tout de suite une mémoire. Moi, qui fais beaucoup de conférences donc avec les professionnels, donc mon but c'est surtout de rassembler les professionnels comme il y a aujourd'hui, toutes les sortes de métiers pour justement qu'il y ait une prise de conscience collective. Et je sais très bien que dans l'auditoire et que aujourd'hui également, je sais très bien que des gens ont été victimes que ce soit d'inceste ou de violences sexuelles ou de violences conjugales. Et le fait justement quand on donne les signes pour détecter les signes et tout ce qu'on explique, réexpliquer les mots, le traumatisme, l'inceste, l'amnésie post-traumatique, je sais que j'ai des levées d'amnésie pendant que je parle. Et je le sais parce qu'après, je laisse mes coordonnées et que je reçois une tonne de mails. Je me suis souvenu, j'ai mis des mots, je viens de réaliser que j'ai été victime. C'est quand même incroyable. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'information. Les professionnels ne sont pas formés à ces mécanismes-là et ne posent jamais les bonnes questions. Jamais nous vont sur ces terrains-là pour justement réveiller cette mémoire. Nous avons des techniques, comme vous l'avez évoqué, des techniques qui marchent très, très bien, dont le MDR. Le MDR, attention sur l'amnésie post-traumatique, ça peut être très dangereux par contre, il faut faire attention. Il y a les résultats du docteur Muriel Salmona avec qui je travaille, justement, fait beaucoup de prudence sur ça. Mais c'est vrai que le protocole 6C, je le connais très bien, pour déchoquer la victime sur le moment, pour justement, quand elle est en état de stress aigu, on peut tout de suite déchoquer la victime en très peu de temps. Et ça marche très bien. Donc, il y a quand même des méthodes qui marchent bien sur les suivis. Donc, la mémoire traumatique est une conséquence psychotraumatique des violences, les plus graves se traduisant par des réminiscences intrusives, ce que je disais, qui envahissent totalement la conscience, par des cauchemars, par des flashbacks, des illusions sensorielles, et qu'il faut revivre à l'identique le trauma, avec la même détresse, la même terreur, et les mêmes réactions physiologiques que celles vécues lors des violences. C'est-à-dire qu'adulte, on peut très bien revivre la même terreur, la même violence qu'on a vécue enfant. C'est quand même incroyable comme le cerveau, finalement, est bien fait. Bon, après, c'est difficile de gérer cette émotion. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des professionnels formés pour accompagner tout de suite ce trauma. Donc, on a bien compris que les conséquences sont très lourdes pour la santé physique et psychique, mais aussi sur la vie affective, sociale, professionnelle, sexuelle. Les conséquences sur les systèmes nerveux, sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire et le système endocrinien. Il y a beaucoup de conséquences. Les victimes ont des conduites, ce qu'on a parlé tout à l'heure, d'hypervigilance, toujours, d'évitement, ce qu'on a parlé tout à l'heure, des conduites addictives et beaucoup aussi de symptômes comme les scarifications, notamment pour les violences sexuelles. Ce sont vraiment on va dire, des symptômes qui peuvent mettre en alerte les professionnels. L'automutilation, c'est une façon de ne pas supporter ce corps qu'on est victime de violences sexuelles. Ce corps qu'on ne supporte pas parce qu'on pense qu'on est coupable, qu'on pense surtout avec tout ce qui est, on va dire, l'emprise psychologique, parce qu'on n'en parle pas assez, l'emprise psychologique est vraiment primordiale, en fait, à comprendre les mécanismes des victimes et des auteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître tous ces, on va dire, ces symptômes. On estime qu'avoir été victime de violences sexuelles peut entraîner une perte d'espérance de vie de 20 ans. Les séquelles sont visibles à l'imagerie sur le cerveau qu'on a parlé tout à l'heure. La guérison est possible. Maintenant, on le sait, car le tissu neurologique se répare
On peut réduire les fractures dans le cerveau et les circuits se remettent à fonctionner. C'est pour ça aussi qu'on comprend que ce qu'on vient de parler sur les mécanismes du cerveau, on comprend que les enfants victimes d'inceste notamment, à savoir que l'inceste est la violence la plus dévastatrice pour l'humain. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas le cerveau mature dans tout ce qu'on vient de dire, et surtout c'est une déconstruction on va dire de la personnalité de l'enfant, et on va se retrouver en fait avec un système de croyances et une dépersonnalisation, et l'enfant va se retrouver avec un cerveau déjà qui est bien déjà atteint. Mais on va dire l'espoir est qu'on peut très bien prendre les enfants très rapidement sur ces traumas et on peut les réparer très vite. Plus vite on les prend en charge, plus vite on peut réparer, on peut faire des choses. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des professionnels, dont les médecins, qui sont les premières barrières à détecter les signes. Il faudrait qu'ils soient formés sur ces psychotraumas. Donc, on comprend vraiment que les traumatismes dans l'enfance interfèrent dans la construction de l'identité et le processus de maturation psycho-affective. Je voudrais vraiment faire le lien avec les violences sexuelles dans l'enfance. Quand un enfant n'a pas compris ce qu'il a vécu, et donc il va générer tous ces symptômes stress post-traumatique toute sa vie, sans les comprendre, s'il n'a pas eu, on a parlé tout à l'heure de la errance thérapeutique, parce que c'est malheureusement qu'en 2024, on entend beaucoup de choses. Si on n'a pas pris justement ce suivi thérapeutique, on peut se retrouver justement avec des choses très aggravées et on arrive à des conséquences désastreuses. Une victime sur 2 se suicide quand on est victime de violences sexuelles. Donc, on passe par quoi, en fait, ces victimes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ça passe par la prévention. C'est-à-dire que dès les écoles, s'ils n'entendent pas la notion du bien et du mal, les enfants ne peuvent pas être pris en charge, ils ne peuvent pas comprendre. J'étais encore dans une école hier, une classe de CE1. CE1, c'est tout petit. J'ai entendu des choses absolument effrayantes. Donc, ça veut dire que si cette prévention n'est pas faite d'une façon urgente, je ne sais pas où va l'humanité, puisque quand même, les enfants, c'est notre futur. La violence a explosé. La violence est exponentielle. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les violences intrafamiliales et malheureusement tout ce qui se passe sur le net. Donc, il va falloir prendre une vraie décision politique. C'est pour ça que nous nous battons à l'Europe. Nous sommes mardi prochain à Paris pour justement se battre sur cette réglementation européenne. Je pense vraiment que c'est vous, les professionnels du terrain, qui vont faire bouger les choses. Vraiment. Je suis convaincue avec les professionnels qui dispatchent cette parole, qui comprennent ces mécanismes-là et de prendre en charge très vite les enfants et évidemment les adultes qui sont victimes de violences, notamment intrafamiliales. À savoir qu'un agresseur, à 85%, a été victime de violences intrafamiliales. Donc en fait, c'est pour éviter, il faudrait éviter ce continuum de violence. Et quand je me retrouve dans les écoles, je vois que même le harcèlement, on n'a fait aucune notion, on n'a fait aucun parallèle avec les violences intrafamiliales. Le harcèlement, ce n'est pas ce qu'on voit en France. Je le vois tous les jours sur le terrain. Le harcèlement, il faut avoir tous les paradigmes en fait qui doivent être alignés et il faut prendre toute cette notion de violence intrafamiliale, que les violences intrafamiliales, la plupart du temps, engendrent des violences, que ce soit chez les victimes, chez les agresseurs, chez les harceleurs, qui reproduisent sans comprendre ce qu'ils font. Et cette banalisation, et malheureusement on le voit dans les médias, la banalisation de la violence. Donc la prévention est pour moi primordiale. En conclusion, je pense que ce qui est important, c'est comprendre ce mécanisme du cerveau, ce mécanisme neurobiologique. Et je pense que si aujourd'hui, une victime, puisqu'une victime, avant qu'elle parle, elle parle pas forcément de suite lorsque ça lui arrive. Elle peut en parler des années plus tard. Elle peut en parler 20 ans plus tard. Et au moment où elle en parle, il faut qu'il y ait ce recueil de paroles par un professionnel qui soit spécialisé et formé, c'est vrai. Moi, je suis infirmière. Pendant mes études, je n'ai pas du tout été formée au psychotrauma, au trauma tout simple même. Donc, c'est important en tant que professionnel de santé
qu'on puisse expliquer à la victime, tu n'as pas fait ça parce que tu étais sidéré, tu es dans un état second parce que tu étais dissocié. Donc, et à ce moment-là, la personne va vraiment faire le lien, en fait, et elle va comprendre les conséquences en disant, je suis comme ça, mais c'est pas parce que je suis folle, c'est pas parce que je suis anormale, parce qu'aujourd'hui, les victimes, c'est ce qu'elles pensent, elles pensent être pas normales. Dire, je suis détachée, je n'ai aucune émotion, je pleure même pas, je peux parler de cette histoire sans pleurer, mais c'est pas parce que elle est anormale, c'est parce que elle est encore peut-être même dissociée. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir le plus. Merci.